Allez, on plonge directement dans les entrailles de la machine avec le fameux langage C. Quand on fait du C, oublions tout de suite les petits scripts rapides qu'on écrit sur le pouce. Là, on parle de puissance brute. On parle littéralement de prendre le contrôle absolu sur l'architecture de la machine et sur le moindre octet de sa mémoire. C'est un langage qui ne pardonne pas et qui exige une rigueur implacable, car c'est exactement avec cette rigueur qu'on bâtit les systèmes d'exploitation et les moteurs de jeu les plus performants du monde. Mettons-nous donc dans la peau d'un ingénieur senior pour décortiquer un peu cette mécanique de haute précision. Au menu de notre analyse d'aujourd'hui, on commence par les fondations et la rigueur syntaxique, on enchaîne avec la logique et le contrôle d'exécution, on verra ensuite la modularité via les fonctions, puis le gros morceau avec les pointeurs et la gestion mémoire, et on terminera en structurant des données complexes. Première partie, les fondations et la rigueur syntaxique. En C, rien n'est magique en fait. Tout programme, absolument sans exception, démarre par une fonction très spécifique baptisée main. Et si on regarde de plus près, on voit qu'elle renvoie à un ATIT, un nombre entier. C'est pas juste une convention esthétique. Cet entier, c'est littéralement le signal de vie qu'on envoie au système d'exploitation à la fin pour lui dire « Hey, tout s'est bien passé », souvent matérialisé par un bon vieux 0. Et le petit void entre parenthèses, ça garantit noir sur blanc que notre programme ne veut recevoir aucun argument au démarrage. C'est carré, c'est précis. Bon, une fois que le programme tourne, il faut manipuler de la donnée. Le C nous offre 3 types primitifs de base. Le int pour les nombres entiers, le float pour les décimales et le char pour un caractère unique. Le truc absolument crucial ici, c'est l'obligation d'être explicite. La machine ne devine strictement rien à notre place. Quand on déclare un type de variable, on est littéralement en train de dicter au système la taille exacte de la boîte qu'il doit réserver en mémoire. Et ça nous amène directement à un axiome d'ingénierie fondamental, on ne fait jamais, au grand jamais, confiance à de la mémoire non initialisée. Déclarer une variable genre int_sum sans les donner de valeur tout de suite, c'est vraiment jouer à la roulette russe avec le processeur. Pourquoi ? Parce que l'espace alloué n'est pas vide, il est bourré de déchets, les fantômes des anciens programmes. On pourrait se retrouver avec un -15 sorti de nulle part, ce qui détruirait tous nos calculs suivants. La seule vraie bonne pratique, c'est d'initialiser immédiatement avec un int_sum égale 0 par exemple. On passe à la section 2, la logique et le contrôle d'exécution. Alors, comment on automatise et on dirige un programme ? Eh bien avec les opérateurs logiques et de comparaison. Mais attention, petite particularité fascinante du C, historiquement le vrai type booléen avec un simple vrai ou faux n'existe pas. Le C s'appuie sur la logique binaire pure du processeur. 0 c'est faux et 1 ou littéralement toute autre valeur différente de 0 c'est vrai. Donc si on pose une condition comme 5 égale 3, la machine va silencieusement évaluer ça et nous recracher un bon vieux 0. Pour répéter des opérations, on dégaine la boucle for. Son anatomie est d'une rigueur chirurgicale en 3 étapes. L'initialisation de notre compteur, la condition de maintien et l'incrémentation. Si on a le malheur d'oublier cette 3e étape d'incrémentation, boum, c'est la catastrophe classique. On crée une boucle infinie, un défaut d'architecture fatal qui va monopoliser le processeur à 100% jusqu'à ce qu'on force l'arrêt manuel du programme. 3e section, la modularité via les fonctions. Évidemment, on ne veut pas se retrouver avec un code gigantesque de 10 000 lignes, impossible à maintenir. C'est là qu'interviennent les fonctions. Une fonction, c'est de l'isolation logique pure. Elle prend des paramètres super stricts et bien typés, ici 2 entiers A et B, elle fait sa popote et elle renvoie une valeur tout aussi strictement typée. Cette isolation, c'est le secret pour construire des architectures logicielles massives, tout en gardant un code propre, lisible et ultra stable. Allez, on attaque le cœur du réacteur avec la section 4, les pointeurs et la gestion de la mémoire. C'est là que le C révèle sa vraie nature. Quand on passe une variable à une fonction, le langage ne transmet en fait qu'une bête copie de cette valeur. La fonction travaille dans son propre espace, totalement isolé. Se pose alors un vrai casse-tête architectural. Comment fait-on si on veut qu'une fonction aille modifier la vraie valeur originale, exactement là où elle est stockée physiquement dans la machine ? La réponse, c'est le concept ultime du C, le pointeur. Pas de panique, c'est un mot qui fait souvent très peur, mais en réalité, c'est super simple. Un pointeur, c'est ni plus ni moins qu'une adresse mémoire, c'est tout. Au lieu de stocker une valeur comme le nombre 42, on stocke l'emplacement physique de la rue où habite cette donnée. Et l'étoile dans le type, comme int étoile, c'est juste pour indiquer au compilateur la taille de la maison qu'il trouvera en se rendant à cette adresse. Faisons le test grandeur nature. Étape 1, on crée une variable qui contient 42. Étape 2, au lieu d'envoyer la valeur à notre fonction, on utilise l'esperluette, le symbole est commercial, pour capturer son adresse physique et la transmettre. Puis, à l'étape 3, à l'intérieur de la fonction, on met une petite étoile devant notre pointeur. Ça s'appelle déréférencer. Concrètement, on franchit la porte de cette adresse mémoire pour aller bidouiller la donnée source directement. Et le résultat tombe implacable. 43.
La variable originale, située ailleurs dans le code, a été modifiée en plein vol, sur place. Ça, c'est le pouvoir absolu du C, un accès direct et sans aucun filtre au matériel. C'est d'une efficacité redoutable pour optimiser les performances, mais c'est aussi incroyablement dangereux si on fait n'importe quoi. Et c'est exactement pour ça qu'une discipline de fer est absolument obligatoire. Avec un pouvoir pareil, une simple petite erreur d'adresse peut faire s'effondrer tout le système d'un coup. Il ne faut surtout pas voir les avertissements du compilateur comme des punitions agaçantes. Bien au contraire, ce sont nos meilleurs alliés, des garde-fous vitaux qui nous évitent des catastrophes avant même que le code ne s'exécute. Toujours écouter son compilateur. On arrive à notre dernière partie, la section 5, structurer les données complexes. Le langage C n'est pas orienté objet. On n'a pas de classe magique. Alors on utilise des structs. L'idée est géniale, regrouper plein de variables différentes dans un seul gros bloc logique. Ici par exemple, notre étudiant possède un prénom, un âge et des notes. En mémoire, le compilateur va gentiment allouer un seul gros bloc continu qui colle toutes ces infos les unes aux autres. Résultat, l'accès à ces données devient hyper rapide et super optimisé pour le processeur. Et pour naviguer à l'intérieur de ce bloc composite, la syntaxe est limpide. On utilise juste la notation par points. On tape S1.âge égale 24 et paf, on atterrit avec précision dans le bon sous-bloc de la mémoire pour mettre à jour l'âge. C'est sûr, c'est propre et c'est totalement déterministe. Et voilà qui nous amène à une réflexion cruciale pour terminer. Le C nous offre littéralement les clés de la machine. Il n'y a pas de filet de sécurité, pas de gestionnaire automatique qui va nettoyer la mémoire derrière nous, c'est juste le matériel à nu. Alors la question qui se pose, sommes-nous vraiment prêts à assumer une telle responsabilité logicielle ? Car ne nous y trompons pas, maîtriser parfaitement cette allocation mémoire, c'est obtenir le pouvoir absolu sur la machine. De quoi vraiment donner envie de plonger dans le code, non ?